Je m'appelle Abigail et j'ai toujours été une battante. Pendant des années, je me suis investie corps et âme dans ma carrière au sein d'une entreprise de construction. J'ai commencé comme stagiaire, mais à force de détermination et d'innombrables soirées tardives, j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir directrice adjointe. Je supervisais les merveilles architecturales les plus ambitieuses de la ville. Des gratte-ciels qui embrassaient les nuages, des ponts qui enjambaient des distances impossibles et des bâtiments qui défiaient la gravité. Chacun d'entre eux témoignait de ce que je pouvais réaliser quand je m'y mettais. Mes collègues avaient l'habitude de plaisanter en disant que j'étais mariée à mon travail. Ils n'étaient pas loin de la vérité. Je vivais et respirais la construction. Mon appartement était rempli de plans et de maquettes. Je passais mes week-ends à visiter des chantiers. Et mon compte en banque, disons qu'il était très sain. Mais à l'approche de la trentaine, quelque chose a changé. Je regardais les structures imposantes que j'avais contribué à créer et j'éprouvais un sentiment de fierté, bien sûr. Mais il y avait aussi un vide qu'aucune réussite professionnelle ne pouvait combler. C'était comme si un interrupteur avait été actionné. Soudain, je voyais des couples partout. Ils se tenaient la main dans le parc, poussaient des poussettes dans la rue, s'embrassaient dans les cafés. Et c'est ce que je voulais. Je le voulais vraiment. Mais sortir avec quelqu'un à 36 ans n'est pas facile, surtout quand on a passé la dernière décennie à se concentrer uniquement sur sa carrière. J'ai essayé les applications, j'ai participé à quelques rendez-vous maladroits organisés par des amis bien intentionnés, mais rien n'a marché. C'est lors d'une conférence sur l'industrie que j'ai rencontré Tom. Il était charmant, intelligent et partageait ma passion pour l'architecture. Nous avons sympathisé autour de notre amour commun pour Frank Lloyd Wright et de notre frustration commune à l'égard des lois de zonage des villes. Notre relation a évolué rapidement. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie entourée de nos amis les plus proches et de notre famille. Je n'avais jamais été aussi heureuse. Un soir, alors que nous nous blottissions sur le canapé de notre appartement douillet, Tom s'est tourné vers moi avec une lueur dans les yeux. « Abby », a-t-il dit en utilisant le surnom que lui seul était autorisé à utiliser. Je me suis dit, pourquoi ne construirions-nous pas notre propre maison? La maison de nos rêves. Je l'ai entouré de mes bras, manquant de le faire tomber du canapé. Oui, 1000 fois oui. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon d'activités. Je me suis lancé dans la conception de la maison de nos rêves avec la même passion que j'avais toujours mise dans mes projets professionnels. J'ai demandé l'aide de l'architecte en chef de notre entreprise. Ensemble, nous avons créé quelque chose de vraiment spécial. Nous nous sommes penchés sur chaque détail, de l'agencement aux matériaux. Je voulais que tout soit parfait. Et il ne s'agissait pas seulement d'une maison, mais de notre avenir. Pour financer notre rêve, nous avons décidé de vendre notre appartement. C'était un grand pas, mais nous étions tous deux si enthousiastes à l'idée de notre nouvelle maison que nous n'avons pas hésité. Alors que la construction commençait, je passais de plus en plus de temps sur le chantier. Je restais là, à regarder nos plans prendre vie, brique par brique. C'était exaltant. Un jour, alors que nous nous tenions bras dessus, bras dessous, et que nous regardions l'ossature de notre maison prendre forme, il m'a dit, « Tu sais, Tom, il manque encore une chose à ce tableau. » Je l'ai regardé, perplexe, « Qu'est-ce que c'est ?» Il a posé une main sur mon ventre. Un petit pour remplir toutes ces pièces. Mon cœur a battu la chamade. Nous avions déjà parlé d'avoir des enfants, bien sûr, mais toujours d'une manière vague et dominicale. Mais maintenant que la maison de nos rêves devenait réalité, l'idée semblait soudain très réelle et très juste. Les 2 années suivantes ont été les plus heureuses de ma vie. Notre maison était achevée, et elle représentait tout ce dont nous avions rêvé, et même plus. Chaque pièce était remplie d'amour et de la promesse de la famille que nous allions créer. Et enfin, c'est arrivé. Je me souviens encore du moment où j'ai vu ces 2 lignes roses sur le test de grossesse. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à les tenir. J'ai appelé Tom, ma voix tremblait d'excitation. « Tom, viens ici. » Et elle s'est précipitée dans la salle de bain, l'inquiétude se dessinant sur son visage. « Qu'est-ce qu'il y a ?
Tu vas bien? Je n'arrivais pas à parler. J'ai juste tendu le test. Tom a poussé un cri de joie et m'a prise dans ses bras, me faisant tourner dans la salle de bain. Nous rions et pleurions tous les deux, submergés par le bonheur. Les mois qui ont suivi ont été une succession de rendez-vous chez le médecin, de projets de chambre d'enfant et de rêveries sur notre avenir. Nous avons décidé de ne pas connaître le sexe du bébé, car nous voulions que ce soit une surprise. Lors de ma visite de contrôle à 5 mois, le médecin a confirmé que tout se déroulait parfaitement. Notre bébé était en bonne santé et grandissait comme prévu. Tom et moi avons quitté la clinique sur un nuage, faisant déjà des projets pour les 4 mois à venir. Je m'en souviens parce que j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge tout en cherchant mon téléphone, mon cœur s'emballant déjà avec un sentiment d'inquiétude. Madame Thompson? Une voix inconnue. J'ai peur qu'il y ait eu un accident. Les heures suivantes se sont écoulées dans le flou. L'hôpital. Les visages sinistres des médecins. Les mots qui ont brisé mon monde. Je suis désolée, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Tom n'était plus là. Juste comme ça. Un conducteur ivre, ont-ils dit. Il n'avait aucune chance. Je ne me souviens pas beaucoup des jours suivants. J'ai traversé les funérailles comme un fantôme, enregistrant à peine les marques de sympathie. Les condoléances murmurées. Des semaines ont passé. Je ne pouvais pas me résoudre à reprendre le travail. L'idée d'affronter ces bâtiments imposants, ces projets grandioses que Tom et moi avions admirés ensemble était insupportable. Mon patron, Jim, est venu me voir à la maison. Il s'est assis en face de moi, le visage empreint d'inquiétude. Abigail, dit-il doucement. Je pense qu'il serait préférable que tu prennes un congé. De façon permanente, si c'est ce dont vous avez besoin. Nous sommes prêts à vous offrir une indemnité de départ substantielle. Vous n'aurez pas à vous soucier de l'argent. J'aurais dû me sentir reconnaissant, mais je n'ai rien ressenti. Juste un vaste et vide engourdissement. Alors que les semaines se transformaient en mois, je concentrais toute mon énergie sur mon enfant à naître. Enfin, après ce qui m'a semblé être une éternité, mon fils est né. Lorsque je l'ai tenu dans mes bras pour la première fois, j'ai senti une étincelle de quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais. Je l'ai appelé Thomas, comme son père. En regardant son petit visage, j'ai vu des échos de Tom, le même nez, le même menton. C'était à la fois déchirant et guérissant. À fur et à mesure que Thomas grandissait, mon amour pour lui grandissait aussi. C'était un enfant intelligent et curieux, qui posait toujours des questions, qui voulait toujours en savoir plus. Il excellait à l'école, ramenant à la maison des bulletins scolaires qui faisaient gonfler mon cœur de fierté. Même si j'aimais voir Thomas s'épanouir, je savais que j'avais besoin de quelque chose pour moi aussi. Lorsqu'il est entré à l'école, j'ai donc accepté un emploi dans une petite entreprise de construction locale. Le salaire n'était rien comparé à ce que je gagnais auparavant, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était que je puisse être à la maison lorsque Thomas rentrait de l'école, que je puisse assister à ses matchs de football et l'aider à faire ses devoirs. Nous vivions simplement, mais nous étions heureux. Notre maison, autrefois symbole de la vie dont Tom et moi avions rêvé, est devenue un foyer rempli de rire et d'amour. Et si la douleur de la perte de Tom n'a jamais complètement disparu, la joie d'élever notre fils a contribué à l'atténuer. Les années ont filé, et avant même que je m'en rende compte, Thomas passait son baccalauréat. Je me tenais dans le public, les larmes de fierté aux yeux, en le regardant recevoir son diplôme. Mon petit garçon avait grandi. Un jour, Thomas a franchi la porte en brandissant une lettre d'acceptation. Je vais à l'université d'État. Mon cœur s'est gonflé de fierté, même s'il souffrait à l'idée de le voir partir. C'est merveilleux, chérie. Je suis si fière de toi. Le jour où je l'ai déposé à l'université a été l'un des plus difficiles de ma vie. Alors que je l'aidais à déballer ses affaires dans sa chambre, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à mon mari, souhaitant qu'il puisse voir le jeune homme extraordinaire que notre fils était devenu. La maison me semblait plus vide que jamais sans Thomas. Mais je me suis remise au travail, assumant davantage de responsabilités au sein de l'entreprise de construction.
Mon expérience et mes compétences ne s'étaient pas estompées et j'ai rapidement repris la gestion de grands projets. J'ai utilisé mes revenus accrus pour payer les frais de scolarité de Thomas et lui envoyer une allocation mensuelle. C'était parfois difficile, mais cela valait la peine de le voir s'épanouir. Après avoir obtenu son diplôme, Thomas a décidé de rester dans la ville où il avait fait ses études. Il a décroché un bon emploi dans une start-up technologique, et je n'aurais pas pu être plus fier. Je lui rendais visite la plupart des week-ends, et nous explorions la ville ensemble. Maman, il faut que tu essaies ce nouveau restaurant de sushi, me disait-il. Ou encore, il y a une exposition d'art qui devrait te plaire. Ces week-ends étaient précieux pour moi, c'était l'occasion de renouer avec mon fils et de voir l'homme qu'il était en train de devenir. Puis, environ 3 ans après avoir obtenu son diplôme, Thomas m'a appelé, la voix débordante d'excitation. Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Jessica, et elle est incroyable. J'étais ravie pour lui, bien sûr. Mais au fil des semaines, j'ai commencé à remarquer des changements. Thomas a commencé à demander plus d'argent, à parler de restaurants chers et de vêtements de marque. Maman, je me disais que tu pourrais peut-être m'aider à acheter une voiture, m'a-t-il demandé lors d'un de nos appels. Les membres de la famille de Jessica conduisent tous de très belles voitures et c'est à ce moment-là que la sonnette d'alarme a commencé à retentir. Thomas, je lui ai dit fermement, je t'aime et je veux que tu sois heureux. Mais l'argent ne peut pas acheter l'amour. Si Jessica tient à toi, ce ne sera pas à cause de cadeaux coûteux ou de voitures. Alexandra Vleuil. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Lorsque Thomas reprend la parole, sa voix est froide. Tu ne comprends pas. Maman. Les choses sont différentes ici. Après cela, nos appels sont devenus moins fréquents, nos visites le week-end plus rares. Je souffrais, mais je me disais que ce n'était qu'une phase. 1 an plus tard, Thomas s'est présenté à ma porte avec une belle jeune femme. Maman, voici Jessica. Nous allons nous marier. Jessica était en effet superbe, avec des cheveux parfaitement coiffés et des vêtements de marque. Elle était polie, à ma grande surprise, elle semblait réellement impressionnée par notre maison. Oh mon Dieu, s'est-elle exclamée, les yeux écarquillés en découvrant le salon. Cette maison est incroyable. Je n'ai jamais rien vu de tel. Elle passe d'une pièce à l'autre, s'émerveillant des détails. L'agencement est si bien pensé, et la façon dont vous avez maximisé la lumière naturelle. C'est tout simplement magnifique. Et c'est aussi très fonctionnel. Thomas rayonne, visiblement ravi de sa réaction. Nous voulions vous inviter au mariage en personne, dit-il en me tendant une invitation ornée. Les parents de Jessica s'occupent de tout. Lorsqu'ils sont partis, j'ai ressenti un mélange d'émotions. L'admiration de Jessica pour la maison semblait sincère, mais je n'arrivais pas à me défaire d'un sentiment de malaise face au changement que j'avais vu chez Thomas. Le mariage était une affaire somptueuse, qui ressemblait plus à un événement mondain qu'à une célébration de l'amour. Je ne me sentais pas à ma place parmi les robes de créateurs et les bijoux coûteux, consciente de la simplicité de ma propre robe. Au fur et à mesure que mon compte en banque augmentait, une idée qui avait germé dans mon esprit s'est concrétisée. Je voulais faire quelque chose de spécial pour Thomas et Jessica, pour leur montrer à quel point ils comptaient pour moi. J'ai commencé à dessiner les plans d'une maison qui combinerait mes années d'expérience et tout ce que je savais des goûts de Thomas. Mais je me suis abstenue de commencer le projet, me disant qu'il fallait attendre le bon moment. En fait, je n'ai pas eu à attendre longtemps. Par un samedi après-midi ensoleillé, on a sonné à la porte. À ma grande surprise, Thomas et Jessica se tenaient sous mon porche, l'air un peu nerveux. Maman, dit Thomas, nous avons réfléchi, vous êtes tout seul dans cette grande maison, et nous avons décidé de retourner en ville. Nous avons pensé que nous pourrions peut-être vivre ici avec toi. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités, car j'ai aidé Thomas et Jessica à s'installer. Au début, tout semblait parfait. Nous avions des dîners en famille tous les soirs et j'aimais entendre parler de leur journée en prenant le café du matin. Mais au fil des semaines, les choses ont commencé à changer.
Jessica a commencé par réarranger les meubles sans demander l'autorisation ou par se plaindre de la marque des aliments que j'achetais. Puis un soir, alors que je préparais le dîner, Jessica est entrée dans la cuisine, le nez froncé. « Abigail chérie, » dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Ne penses-tu pas qu'il est temps d'améliorer un peu notre menu, peut-être un peu de foie gras, ou au moins un bon vin millésimé? Après tout, nous sommes ici chez nous. En fait, j'ai dit doucement, c'est toujours ma maison. Je suis heureux de vous avoir tous les deux ici, mais... Je n'ai pas pu terminer. Le visage de Jessica se contorsionne de rage. Thomas, cria-t-elle. Thomas, viens ici. Ta mère est impossible. Thomas est arrivé en courant, à ma grande surprise, il a immédiatement pris le parti de Jessica. Maman, c'est quoi ton problème? Hurle-t-il. Tu ne peux pas faire une seule chose pour nous. À partir de ce moment-là, l'atmosphère dans la maison est devenue insupportablement tendue. Thomas et Jessica m'adressaient à peine la parole, chuchotant entre eux et se taisant dès que j'entrais dans une pièce. Un soir, j'ai surpris une conversation qui m'a glacé le sang. Je m'apprêtais à entrer dans le salon quand j'ai entendu la voix de Jessica, basse et insistante. Il faut la faire sortir, Thomas. Cette maison est un gâchis pour elle. Pense à ce que nous pourrions en faire. Je me suis figé, incapable de croire ce que j'entendais. Mais la réponse de Thomas a été encore pire. Il a ri, vraiment ri, et a dit, tu as raison, maman a fait son temps. Peut-être devrions-nous commencer à regarder du côté des maisons de retraite. Je n'ai pas pu me contenir plus longtemps. Je suis entrée dans la pièce, tremblante de colère et de douleur. C'est vraiment ce que tu penses de moi, Thomas? Après tout ce que nous avons vécu. Thomas a eu l'air surpris, puis coupable, mais en jetant un coup d'œil à Jessica, son expression s'est durcie. Maman, je crois qu'il est temps que tu partes. C'est notre maison maintenant. J'ai eu l'impression d'être giflée. Mais à ce moment-là, toute une vie de force et de détermination a surgi en moi. Je me suis redressée et j'ai regardé mon fils droit dans les yeux. Non, Thomas, ai-je dit, la voix ferme malgré l'agitation qui régnait en moi. C'est ma maison. Et la maison dont ton père et moi avions rêvé. La maison où je t'ai élevé, et toi aussi. J'ai fait une pause, mon cœur se brisant alors même que je prononçais ces mots. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. Sortez tous les deux. Thomas et Jessica m'ont regardé avec stupeur, ne s'attendant manifestement pas à cette réponse. Lorsqu'ils ont rassemblé leurs affaires et sont partis, j'ai senti un mélange de douleur et de soulagement m'envahir. La porte s'est refermée derrière eux et je me suis effondrée sur le canapé, laissant enfin les larmes couler. Le matin où j'ai mis Thomas et Jessica à la porte, mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Je l'ai laissé sur la boîte vocale, n'étant pas prête à faire face aux retombées. Mais au fil des jours, les messages sont devenus plus fréquents et plus agressifs. Finalement, j'ai répondu à l'un des appels de Thomas. Sa voix était froide et professionnelle, bien loin de celle de mon fils aimant. Maman, j'ai fait des recherches, a-t-il dit sans préambule. En tant que fils de papa, j'ai le droit d'hériter de lui. Je veux la moitié de la valeur de la maison. Si vous ne coopérez pas, je vous poursuivrai en justice. Je raccroche, les mains tremblantes. Comment en était-on arrivé là? Le fils que j'ai élevé menaçait de me poursuivre en justice. Bien que j'aie les moyens de rembourser Thomas, l'idée de récompenser son comportement me rendait malade. Les plans que j'avais dessinés pour leur nouvelle maison me semblaient maintenant une moquerie. Je les ai rangés dans un tiroir, bien décidé à ne plus y penser. Me sentant perdu, j'ai tendu la main à Jacques, un vieil ami de Tom qui était devenu avocat. Nous nous sommes rencontrés dans un café local et je lui ai raconté toute cette histoire sordide. Abigail, je suis vraiment désolé que tu traverses cette épreuve, m'a dit Jacques. Mais je peux t'assurer que tu n'as rien à craindre sur le plan juridique. Le testament de Tom t'a tout légué, sans condition. J'ai ressenti une vague de soulagement, rapidement suivie d'une vague de culpabilité. Devais-je me réjouir que mon défunt mari m'ait, par inadvertance,
protégés de notre propre fils? Jacques a dû sentir mes émotions contradictoires. Écoutez, si Thomas décide de porter plainte, il y aura des frais à payer. Vous devrez passer par une procédure judiciaire, ce qui peut être stressant. Mais d'après ce que vous m'avez dit, il n'a aucune chance de s'en sortir. Je m'accrochais à l'espoir que Thomas revienne à la raison, même si ses appels se faisaient plus rares. Peut-être était-il en train de se rendre compte de son erreur. Peut-être que les choses allaient s'améliorer. Puis vint le matin qui brisa cette illusion. Je me suis levé tôt, comme d'habitude, et je suis allé chercher le journal. En ouvrant la porte d'entrée, quelque chose a attiré mon attention. Il y avait là, planté dans ma pelouse parfaitement entretenue, un énorme panneau à vendre. Alors que je restais bouche bée, Madame Henderson, la voisine, s'est approchée, l'inquiétude se lisant sur son visage. Abigail, ma chère, vous déménagez? Je n'en avais aucune idée. Vous allez terriblement nous manquer dans le quartier. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée, à court de mots. Comment pouvais-je expliquer quelque chose que je ne comprenais pas moi-même? D'autres voisins se sont rassemblés, tous pleins de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Qui était l'agent immobilier? Quand avait lieu la journée portes ouvertes, avais-je déjà trouvé un nouvel appartement? Accablé, je me suis retiré dans la maison et j'ai essayé d'appeler Thomas. Je suis tombé directement sur la boîte vocale. J'ai laissé message sur message, tous plus désespérés les uns que les autres. Finalement, je n'en pouvais plus. J'y suis sorti, j'ai attrapé le panneau à vendre et je l'ai arraché du sol de toutes mes forces. Je l'ai porté jusqu'à l'arrière de la maison et l'ai jeté derrière l'abri de jardin, à l'abri des regards. Ce soir-là, j'essayais de me détendre sur le canapé, l'esprit encore chamboulé par les événements de la journée. La maison était d'un calme oppressant. Soudain, la porte d'entrée s'est ouverte, brisant le silence. Thomas entra à grands pas, suivi de près par Jessica. Mais il n'était pas seul. Un couple bien habillé les suivait, regardant autour de lui avec un intérêt évident. Et voici le salon, dit Thomas, la voix anormalement brillante. Remarquez les plafonds voûtés de la cheminée personnalisée. Le couple a hoché la tête en signe d'appréciation. C'est magnifique, dit la femme. Nous serions prêts à faire une offre immédiatement. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Excusez-moi, ai-je dit. Ma voix tremblait de colère. Cette maison n'est pas à vendre. Je vais devoir vous demander de partir immédiatement. Thomas se tourne vers le couple, un sourire d'excuse sur le visage. Je suis vraiment désolé. C'est juste une vieille dame un peu folle qui entre parfois dans la maison. Ne lui prêtez pas attention. J'avais l'impression d'avoir été giflé. Thomas, comment oses-tu? Je suis ta mère. Tu vois ce que je veux dire, dit Thomas d'un ton mielleux, délirant. Nous allons la faire enlever, ne t'inquiète pas. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine utiliser mon téléphone. J'appelle la police tout de suite si vous ne partez pas tous. Voyant que j'étais sérieux, le couple s'est empressé de sortir. Thomas et Jessica s'attardèrent, la fureur se lisant sur leur visage. Vous allez le regretter, siffla Jessica. Vous ne reverrez jamais votre fils. Ni tes petits-enfants. Alors qu'ils partaient en trombe, j'ai soudain remarqué le ventre légèrement arrondi de Jessica. J'ai réalisé comme une tonne de briques qu'elle était enceinte. J'allais être grand-mère, et je risquais de ne jamais rencontrer mon petit-enfant. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par un flou de procédures judiciaires. Thomas et Jessica, soutenus par l'argent de ses parents, avaient engagé une équipe d'avocats très compétents. Ils m'ont attaqué de toutes leurs forces, essayant d'affirmer que Thomas avait des droits sur la maison, que j'étais mentalement inapte, que j'avais promis de céder la propriété. J'étais épuisée. Ma santé a commencé à se dégrader. Des cernes sont apparues sous mes yeux et j'ai perdu du poids rapidement. Finalement, j'ai dû quitter mon emploi. Je ne pouvais tout simplement pas me concentrer sur mon travail avec tout ce qui se passait. Un matin, alors que je ramassais le journal en vérifiant, comme toujours, qu'aucun nouveau panneau à vendre n'était apparu pendant la nuit,
ma voisine, Madame Henderson, s'est approchée de moi. Abigail, ma chère. Me dit-elle doucement, je déteste vous voir souffrir ainsi. Avez-vous envisagé de rendre votre histoire publique? Il y a une émission de télévision qui traite des conflits familiaux. Peut-être que si vous racontiez votre version, je les remerciais, mais j'ai chassé l'idée de mon esprit. Du moins, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est alors qu'est arrivé le coup de téléphone qui a tout changé. C'était Thomas, sa voix dégoulinait de dédain. Écoute, vieil imbécile, grogna-t-il. Tu ne peux pas tenir éternellement. Pourquoi n'abandonnes-tu pas et ne nous épargnes-tu pas des ennuis? Quelque chose en moi a craqué. La douleur, la trahison, l'injustice pure et simple de tout cela. C'en était trop. Le lendemain, j'ai appelé le numéro que Madame Henderson m'avait donné. Une semaine plus tard, je me suis retrouvée assise sous des lumières vives, les caméras braquées sur moi, racontant mon histoire à un animateur compatissant et à un public choqué. Alors que je parlais de la maison que Tom et moi avions construite, de l'éducation de Thomas, de la trahison et des batailles juridiques, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression que quelqu'un m'écoutait vraiment. Je n'avais aucune idée des conséquences de cette décision, mais tandis que le public murmurait sa sympathie et que l'animateur promettait d'aller au fond des choses, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, que ce serait le tournant que j'appelais de mes vœux. Quelques jours après mon passage à la télévision, j'ai entendu frapper à la porte. Je me suis retrouvée face aux parents de Jessica, qui semblaient mal à l'aise et pas à leur place sous mon porche. Pouvons-nous entrer? A demandé le père de Jessica, d'une voix inhabituellement hésitante. J'ai acquiescé, me préparant à une nouvelle confrontation. Mais alors que nous nous installions dans le salon, ils me surprirent. Nous vous avons vu à la télévision, a commencé la mère de Jessica. Les yeux pleins de larmes. Nous n'avions aucune idée de ce que Jessica et Thomas faisaient. Nous sommes vraiment désolés, Abigail. Ils ont expliqué comment ils avaient gâté Jessica, en cédant toujours à ses demandes d'argent. Lorsqu'ils ont appris sa grossesse, ils ont acheté un appartement au couple, pour qu'il soit heureux. Mais Jessica était furieuse, dit son père en secouant la tête. Elle a dit qu'elle méritait une maison, pas un appartement exigu quand nous avons refusé. Elle a dit qu'elle s'en occuperait elle-même. Nous n'avions aucune idée de ce qu'elle voulait dire. J'allais leur construire une maison, ai-je admis en ressortant mes vieux croquis. J'avais l'argent, les plans. Mais après tout ce qui s'est passé, je ne peux pas récompenser leur comportement. Les parents de Jessica hochent la tête en signe de compréhension. Nous avons décidé de leur couper les vivres, dit fermement son père. Plus d'argent pour les avocats ou quoi que ce soit d'autre. Il est temps qu'ils apprennent à voler de leurs propres ailes. Fidèles à leurs paroles, les parents de Jessica ont retiré leur soutien financier. Sans l'argent nécessaire pour payer des avocats de haut niveau, le dossier de Thomas et Jessica s'est effondré. Le juge a rendu une décision en ma faveur, confirmant que j'étais le seul propriétaire de la maison. J'aurais dû me sentir victorieuse, mais je me suis surtout sentie fatiguée et triste. Les mois ont passé. J'ai appris par la rumeur que Jessica avait donné naissance à un garçon, mon petit-fils. Cette nouvelle m'a fait chaud au cœur. Le temps passe. De temps en temps, je recevais des appels désespérés de Thomas ou de Jessica, qui me demandaient de l'argent. Chaque fois, je me forçais à dire non, même si cela me brisait un peu plus le cœur. 2 ans après cette apparition télévisée fatidique, j'ai ouvert ma porte et j'ai trouvé Thomas debout. Il avait l'air terriblement maigre, mal entretenu, avec des cernes sous les yeux. Maman, a-t-il grommelé? Puis il s'est mis à pleurer. À travers ses larmes, Thomas s'était penché sur son cœur. Il avait été égoïste et stupide. Il s'était laissé contaminer par la cupidité de Jessica. Il comprenait maintenant les sacrifices que j'avais faits pour l'élever seul. Une partie de moi voulait l'envelopper dans mes bras comme je le faisais quand il était petit, pour lui dire que tout irait bien. Mais les blessures étaient encore trop fraîches. Je ne suis pas prête à te pardonner, Thomas, dis-je doucement. Tu m'as fait beaucoup de mal. Mais
J'aimerais rencontrer mon petit-fils. Nous avons trouvé un arrangement. Un samedi sur 2, Thomas amènerait le petit Tom Junior en visite. Je le gardais, lui achetais des vêtements et des jouets. Pendant quelques heures, je pouvais prétendre que nous étions une famille normale et heureuse. Étonnamment, c'est Jessica qui a commencé à se décongeler la première. Un jour, alors qu'elle allait chercher Tom Junior, elle s'est arrêtée. Merci, dit-elle à voix basse. Pour tout ce que vous faites pour lui, je comprends maintenant à quel point Thomas a eu de la chance de vous avoir comme mère. Quant à Thomas et moi, nous travaillons toujours à la reconstruction de notre relation. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Parfois, quand il sourit, je vois des aperçus de mon petit garçon et d'autres fois, le souvenir de sa trahison est trop fort pour être supporté. Je ne sais pas si je lui pardonnerai un jour. La confiance que nous avions autrefois a peut-être disparu à jamais. Mais lorsque je regarde Tom Junior jouer dans le jardin dont son grand-père et moi avions rêvé, je ressens un sentiment de paix.